Alors bonjour, donc aujourd'hui je vais commencer un livre de Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Donc Michel Tremblay, c'est un dramaturge, romancier, traducteur, scénariste québécois. Donc il est né à Montréal en 1942 et là il a écrit un livre que en fait j'ai beaucoup aimé. Où il raconte en fait à chaque fois qu'il a eu un livre entre les mains, enfin ce que ça lui a, dans quelles circonstances c'était et qu'est-ce que ça lui a fait comme sentiment. Enfin bon, bref, c'est un livre que j'ai adoré. Alors c'est en joual québécois aussi, donc il y a du joual québécois, c'est-à-dire c'est la langue, enfin le français parlé qui est très très imagé, enfin moi que j'aime beaucoup. Moi j'ai vécu au Québec un petit peu, quelques années, donc je comprends bien. Par contre, je vais pas m'amuser à imiter l'accent, hein, parce que je trouve ça un peu... Enfin, déjà, je sais pas le faire, et puis ça, ce serait un peu ridicule. Donc, ben, je vais le lire avec mon accent à moi, donc c'est peut-être... bon, je sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûre du résultat. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, donc Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Euh, Donc c'est pour François Mercier qui, quand je doute, trouve toujours les mots pour m'encourager. Personne n'est capable de raconter une histoire exactement comme ça s'est passé. On arrange. On essaie de retrouver l'émotion première. Finalement, on tombe à coup sûr dans la nostalgie. Et s'il y a une chose qui est loin de la vérité, c'est la nostalgie. Donc ce n'est pas votre histoire. Ça, c'est une petite une citation de Dany Laferrière. Et je ne suis certain de rien, sauf de la sainteté des sentiments du cœur et de la vérité de l'imagination. John Keats. En guise d'introduction. Rêvez-vous comme moi dans le style de l'auteur que vous lisiez avant de vous endormir? Si oui, enfourchez mon joual, le plus tard possible. Le soir, partez avec dans votre sommeil. Il est plus fringant que jamais, malgré les bien-pensants et les baises de bon parler français. Il piaffe d'impatience en vous attendant, et je vous le promets, il galope comme un dieu. Voyez-vous, j'aimerais pouvoir penser que j'ai la faculté de faire rêver, moi aussi. Donc ça, voilà, donc là, on démarre l'histoire. Les origines de ma mère sont compliquées et mystérieuses. Née à Providence, dans le Rhode Island, d'une mère crée francophone de Saskatoon, Maria Desrosiers, mais qui parlait très mal le français, et d'un marin breton vite disparu dans l'abîme des souvenirs, un dénommé Ratier, dont je n'ai jamais su le prénom. Elle fut élevée dans un petit village de Saskatchewan par sa grand-mère maternelle, parce que Maria Desrosiers-Ratier avait décidé de rester aux États-Unis pour travailler, disent certains membres de ma famille. Pour faire la vie, prétendent les autres, et parce que ses enfants étaient dans son chemin. Elle les avait donc mis sur le train et était restée à Providence où l'argent était sûrement plus facile à trouver que dans le fin fond de l'Ouest canadien. Comment ma mère s'est-elle retrouvée à Montréal, au début des années 20 pour épouser mon père? Je l'ignore. Je pourrais téléphoner à l'un de mes frères pour lui demander, mais je préfère penser appel du destin, fatalité incontournable et aventure rocambolesque à travers l'Amérique, traversée 2 fois à la recherche de l'amour et du bonheur. Je suis un enfant de Jules Verne, de Victor Malot et de Raoul de Navery, et j'ai toujours supposé avoir une mère de roman d'aventure. Petit, j'essayais d'imaginer ce qu'aurait été la vie de ma mère si elle était restée en Saskatchewan. Qui aurait-elle épousé? Qui donc aurait été mon père? Et quand j'ai compris qu'il fallait être deux pour faire un enfant, que sans cette rencontre je n'aurais pas existé, j'ai fait ma première crise existentielle. Le hasard avait donc tant d'importance dans la fabrication des bébés. Si ma mère était restée en Saskatchewan, mon père aurait rencontré une autre femme et je n'aurais pas été là, moi, à me demander pourquoi ils ne s'étaient pas rencontrés. J'avais failli ne pas voir le jour et personne ne semblait s'en formaliser. La Saskatchewan a toujours flotté dans l'appartement de la rue Fabre, puis celui de la rue Cartier, gigantesque fantôme aux couleurs de blé mûr et de ciel trop bleu. Quand maman nous racontait les plaines sans commencement ni fin, les couchers de soleil fous sur l'océan de blé, les feux de broussailles qui se propageaient à la vitesse d'un cheval au galop, les chevaux, justement qu'elle avait tant aimés avec un petit tremblement au fond de la voix et les yeux tournés vers la fenêtre pour nous cacher la nostalgie qui les embuait. J'aurais voulu prendre le long train qui prenait 5 jours pour traverser tout le Canada, la mener au milieu d'un champ sans limite,
bercé par le vent du sud et le cri des engoulevents, et lui dire « Respire, regarde, touche, mange tout le paysage, c'est mon cadeau ». Mon père, un homme bon, mais dont la diplomatie n'était pas la principale qualité, lui promettait souvent, dans sa boisson, parce qu'il l'aimait, de vraiment l'amener une dernière fois dans son pays, encore plus éloigné que celui de Gabrielle Roy, dont elle dévorait les œuvres en poussant de longs soupirs douloureux. Elle avait un court moment d'espoir, mais, comme nous tous, elle savait bien que la chose ne se ferait pas, qu'elle resterait à jamais prisonnière de Montréal, où l'avaient définitivement menée ses pérégrinations. Et elle retombait dans ses rêveries sans fin qu'elle partageait avec nous par petites bribes et infimes retailles. Je grimpais sur son énorme corps mou et odorant. Je me jetais sur ce que j'appelais ses deux oreillers, parce qu'il m'arrivait souvent de m'endormir sur elle. Je disais « Quechuan ». Des vannes d'eau, de souvenirs s'ouvraient. Nous glissions tous les deux dans une rivière de mélancolie pour elle, de projets de voyage vers l'ouest pour moi. Je ne suis jamais allée en Saskatchewan, et les champs trop plats, trop grands, trop bien versés par le vent me fendent le cœur. Maman avait-elle un accent anglais? Je me pose aujourd'hui la question, avant de parler de sa sœur, ma tante Béa, qui, comme sa mère Maria Desrosiers, que j'ai peu connue, parlait assez mal le français. Aurais-je eu une mère avec un accent anglais sans m'en rendre compte? Peut-on passer les 20 premières années de sa vie en compagnie de quelqu'un qui a un accent étranger sans le savoir? Ça, je l'ai vérifié auprès de mes frères. Ouf! Ma mère et ma tante Béa, sans accent aigu, et c'était là son vrai nom, ce n'était pas un diminutif de Béatrice, passaient pour être jumelles tant elles se ressemblaient. Même vaste carcasse large, mais pas haute. Même visage carré, même joues rondes, même front plat et long, agrémenté très tôt de rides profondes, même teint cuivré et ce sourire envahissant des Desrosiers, qui, par sa seule apparition, effaçait toutes les angoisses et tous les problèmes. Le portrait de leur mère. Elles n'avaient rien hérité du marin breton qui n'avait servi qu'à les concevoir et tout de la craie débrouillarde qui avait traversé la moitié d'un continent pour essayer d'aller gagner sa croûte au pays de l'opportunité. Tout ce que cette dernière avait rapporté, cependant, c'était 3 filles et un garçon qui lui ressemblaient. Quand elle se promenait bras dessus bras dessous, sur la rue Mont-Royal, en parlant anglais pour être sûr qu'on ne comprendrait pas leur secret de petite fille attardée, on disait « Madame Tremblay est de bonne humeur, sa jumelle est venue la voir ». Elle se racontait continuellement les mêmes histoires d'enfance reculées dans la Saskatchewan profonde. Ma tante Béa, qui gardait toujours quelques peanuts au fond de son sac, le dimanche après-midi, pour pouvoir se vanter de finir sa collation après ma mère. Les colères de celle-ci, déjà gourmande, qui salivait en regardant son aîné manger même les écales de peanuts pour faire durer son propre plaisir et aiguiser la frustration de sa sœur. Les religieuses qui leur faisaient répéter des centaines et des centaines de fois les mêmes phrases en français pour essayer de corriger leur prononciation, parce qu'à la maison, c'était plutôt l'anglais qui dominait. La fameuse foi. L'ai-je entendue, celle-là, suivie du rire sonore de maman, de ses larmes de tendresse devant cette erreur de petit enfant qui voulait bien faire. Où ma mère s'était tenue bien droite dans la classe pour réciter sa leçon, mais dans son énervement avait confondu 2 phrases de l'exercice et avait lancé, sûre d'elle-même et fière de son coup, rouge comme une banane. Les inévitables feux de broussailles qui revenaient sans cesse dans la conversation des Desrosiers. La terreur brute incontrôlable, l'odeur de l'herbe brûlée, la fumée qui prenait à la gorge, les animaux rendus fous, elles et leur grand-mère se tenant serrées dans une mare d'eau en attendant les pompiers volontaires. Des fillettes de 50 ans qui continuaient une conversation commencée 4 décennies plus tôt, mais qui prenaient bien garde de ne jamais la terminer. Elles se voyaient peu, et à chaque fois qu'une visitait l'autre, c'était la fête. La fête des confidences échangées au-dessus d'une tasse de thé vert. Ma grand-mère Tremblay l'a toujours appelé le thé des sauvages, parce qu'il nous était fourni par ma grand-mère maternelle. Et il a toujours servi dans les grandes occasions. Je n'ai jamais su pourquoi. Des rires sonores bientôt suivis de larmes, surtout celle de ma tante Béa, que son mari Arthur Lias négligeait sans scrupule. Des consolations, des conseils murmurés, moitié en anglais, moitié en français, tête collée et mouchoirs partagés. Quand ma tante Béa partait, ma mère lui glissait un billet de banque dans la main ou dans la sacoche. « Please, don't do that. You don't have to do that, Réona. I'm the elder. I should be the one to give you money. Take it. You need it more than I do. And don't speak that loud. Michel is probably listening to us. » J'avais entendu mon nom, je pointais l'oreille, trop tard.
Là, elles disent, donc quand la tante Béa, elle partait, donc sa mère, la mère de Michel, donnait à Béa en fait un petit peu d'argent et puis elle lui dit non, ne fais pas ça parce que c'est moi la plus vieille, I'm the elder, donc je devrais être la personne qui te donne de l'argent. Et puis la mère de Michel, donc elle dit prends-le, tu en as plus besoin que moi et ne parle pas trop fort, ne parle pas si fort. Michel, il nous écoute sans doute en ce moment. Voilà. Je suis couchée sur le dos, je lis, comme tous les soirs avant de m'endormir. À cause de la présence de ma tante Béa, nous avons regardé I Love Lucy à la télévision, plutôt que les belles histoires des pays d'en haut. C'est donc un lundi soir d'hiver. À 8h30, ma mère m'a fait signe de me retirer dans ma chambre, une pièce double qui donne au coin de Mont-Royal et Cartier, que je partage avec mes 2 frères aînés. J'ai compris que ma tante Béa avait quelque chose à lui raconter et je suis partie, livre sous le bras, sans trop rechigner. Je n'arrive pas à me concentrer sur ma lecture cependant. C'est pourtant un livre qui me passionne, Le Château des Carpates de Jules Verne, ou un roman du capitaine W.E. Jones. Un énorme volume tout décati, tout mou, effleurant la poussière que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale en face du parc La Fontaine. J'ai suivi mon rituel habituel. Je me suis assis au bord du sofa, basculant, qui me sert de lit. J'ai serré le volume sur ma poitrine, après m'être bien imprégné de son odeur. J'ai fait une courte prière, non pas à Dieu, mais à la joie de lire, si forte, si puissante, que j'ai tellement peur de perdre en vieillissant. J'ai peut-être un gros 10 ans, et naïvement je suis hantée par l'idée d'être un jour blasée, parce que j'aurais tout lu. Alors je prie pour que ma joie reste complète jusqu'à ma mort, et pour que les auteurs de livres continuent à écrire. Puis, je me suis étendue sur le dos, l'oreiller plié dans le cou. Le plaisir d'ouvrir le livre, de bien casser la reliure du dos, de vérifier combien de pages il me reste à lire. Mais ce soir-là, rien n'y fait. Les murmures, les éclats de voix mal retenus qui proviennent de la salle à manger, où fument 2 tasses de thé vert, m'empêchent de me concentrer sur les aventures de Frank de Télek, le héros de Jules Verne, ou de Worrells, l'héroïne du Captain Jones, que j'aime tant parce que c'est une femme, une aviatrice qui arrive toujours à déjouer les méchants nazis. Autant que ses compagnons Biggles et King, que je trouve un peu ennuyants avec leur arrogance de mal trop sur 2. Je ne suis pas encore tombée amoureux de Kings. Worrells, elle, au moins, il lui arrive d'avoir peur. Des bribes de conversation me parviennent après avoir traversé la maison. Des mots que je comprends, d'autres en anglais dont j'essaie de deviner le sens, de juger le poids parce qu'ils sont dits avec une telle détresse. Je crois qu'elles ont un peu pleuré et j'ai sorti la tête et les épaules du lit en m'appuyant de la main sur le plancher. Mais je n'entendais pas mieux, et mon poignet s'est vite engourdi. J'ai pensé me lever doucement, longer le corridor, aller me réfugier dans le minuscule cagibi qui fait le coin de la cuisine, mais le plancher craque, et j'en ai payé les conséquences. La dernière fois qu'on a reçu de la visite, maudit senteux, va donc dormir dans ton lit, au lieu d'écouter les adultes. Tu comprendrais pas ce qu'on dit de toute façon. Y es-tu fatigant, toujours le nez fourré partout. J'essaie de me replonger dans ma lecture. Du bruit dans la cuisine, des tasses et des soucoupes qui s'entrechoquent, un sac à main qui s'ouvre, quelqu'un qui se mouche, le sac à main qu'on referme, clac, métal contre métal. Ma tante Béa s'en va. Je sais ce qui va suivre, c'est toujours la même chose, et je décide de faire semblant de dormir pour ne pas avoir à subir les assauts mouillés de la jumelle de ma mère, qui sent un peu trop à mon goût le parfum de ma tante propre. Mais je n'ai pas le temps d'éteindre la lumière, elles sont déjà dans le corridor qui mène à ma chambre. He's already sleeping, with a book on his chest. Isn't that cute? Oh, il est déjà en train de dormir, avec un livre sur sa poitrine. Est-ce que ce n'est pas mignon? Ouin, il va finir par s'arracher les yeux avec ses foleries. Le ton de ma mère est sans équivoque. Elle sait très bien que je ne dors pas, et elle veut que je sache qu'elle n'est pas dupe de mon petit jeu. You can't say he reads too much. Tu ne peux pas dire qu'il lit de trop. C'est toi qui l'encourage à lire. J'y dis de ne pas se casser le cou quand il lit, de ne pas lire couché, de lire assis, le corps droit, de faire attention qu'il y ait assez de lumière, que la lumière vienne de la gauche, de l'éteindre avant de s'endormir. Il écoute pas, il écoute plus, il écoute jamais. Don't say that, he looks so sweet. Ne dis pas ça, il a l'air tellement mignon. Ben oui, he looks so sweet quand il y a du monde, mais il n'y a pas du monde quand je suis tout seul avec lui. Je suis sûre que t'exagères.
Puis vient la punition. Elle le fait exprès, j'en suis convaincue. Bon, bah embrasse-les avant de partir, là. Sinon, je vais me fâcher, puis ça va le réveiller. Horreur, une masse compacte et molle en même temps se penche au-dessus de moi. Un parfum qui a peut-être tourné m'envahit les narines. Un bec mouillé et gras me barbouille la joue. Je ne peux pas lever la main pour m'essuyer, je dois rester parfaitement immobile. Ma mère le sait très bien, et je la sens qui ricane intérieurement. Je pourrais faire semblant de me réveiller, sourire à ma tante, me tourner vers le mur en remontant la couverture, mais je décide de jouer le jeu jusqu'au bout et je reste parfaitement inerte comme un poids mort dans mon lit. Elle ne gagnera pas. Elle ne me fera pas jouer une scène que je ne suis pas sûre de réussir. Elle ne saura jamais si je dormais vraiment ou non. You were lucky with your last child, Réona. He looks like an angel. Ouin, un ange cornu avec des ailes de tôle. Alors, là, donc c'est là où on va commencer à parler des livres en question. Donc, avant, c'était une sorte d'intro pour un peu situer l'ambiance. Et là, donc, l'auberge de l'ange gardien, comtesse de Ségur. Dans ma famille, la légende veut que, dès mon plus jeune âge, on m'ait vu me promener dans la maison avec un livre serré contre ma poitrine. Les légendes interprètent à leur façon des faits parfois bien insignifiants. Celle-ci en est un exemple probant. À partir de 2 ou 3 ans, je me suis promenée dans la maison avec un livre serré contre ma poitrine. Tout simplement parce que j'étais le commissionnaire de ma grand-mère Tremblay. Olivine Tremblay, née Tremblay d'ailleurs, des éboulements, et qui n'a jamais abandonné son bel accent de Charlevoix, était une lectrice invétérée qui dévorait n'importe quoi. Balzac et Bordeaux, Zola et Sévaco, sans distinction, sans mépris pour les uns et admiration humide pour les autres, pour l'histoire qui lui était racontée entre les 2 couvertures, et, surtout, je crois, pour les heures d'oubli que lui procuraient les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale. Elle avait élevé trop d'enfants à son goût, 7, je crois, et les laissait s'occuper des leurs sans trop s'en mêler. En vivant, je suppose, à travers des livres venus de France, les grandes aventures qui lui avaient été refusées. Discrètement, installée au fond de sa chaise berçante, dans le coin de la salle à manger, elle disparaissait avec un évident plaisir dans le salon des Guermantes ou les clochers de Notre-Dame de Paris, mouillant son pouce pour tourner les pages, fermant parfois les yeux à la fin d'un chapitre particulièrement beau. Je me souviendrai toujours du jour où, plongée dans la lecture du vicomte de Bragelonne, elle s'était mise à ricaner en s'apercevant qu'un des méchants du roman, le gouverneur de la Bastille, était un Tremblay. « Il y a un Tremblay qui est resté en France, Nana. Puis il est devenu un bandit, cher. Puis gouverneur de la Bastille. Enfin un Tremblay qui a fait quelque chose de sa vie. » Ma mère et elle avaient beaucoup ri. Je n'avais pas compris pourquoi. Je l'ai connue très vieille. Elle avait déjà plus de 60 ans quand je suis née. Et elle me faisait un peu peur parce qu'elle boitait. Je l'entendais se lever tous les matins quand nous habitions l'appartement de la rue Fabre. Et le bruit qu'elle faisait en longeant le long corridor qui menait de sa chambre à la cuisine hantait mon dernier sommeil. Un pas lourd, une jambe qui glisse sur le plancher. Un pas lourd, une jambe qui glisse sur le plancher. Quand il entendait sa mère marcher, mon père disait en me faisant un clin d'œil « Une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non ». Plus tard, quand j'ai lu L'île au trésor de Stevenson, j'ai tout de suite associé la démarche de Long John Silver à celle de ma grand-mère Tremblay. Et c'est elle, un œil caché derrière un bandeau noir et une jambe de bois gaussée à la main, qui terrorisait le pauvre héros du roman. J'appelais le pirate Long John Silvet, et j'en avais moins peur. Elle aimait lire donc, mais elle était plutôt oublieuse et laissait souvent son livre dans sa chambre. « Michel, cher petit gars, irais-tu chercher le livre de grand-maman dans sa chambre ?» Et curieusement, elle oubliait surtout son livre le soir quand il faisait très noir. « Je pense que grand-maman l'a échappé à terre, cher. Ça se peut qu'il soit en dessous du lit. » Regarde comme faux, reviens pas en disant qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il m'est difficile de décrire la terreur de ces courts moments passés dans la chambre de ma grand-mère, plongée dans le noir, à la recherche d'un livre ouvert, sur la chaise de cuisine qui lui servait de table de chevet, ou par terre, près du lit. Alors que les bilous, ces amas de poussière que mes frères prétendaient être des monstres en devenir, qui naissaient sous les lits pour mordre les orteils des petits-enfants, risquaient de me sauter dessus d'une seconde à l'autre. Une terreur pure, blanche, qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Mes frères, que je croisais parfois dans le corridor, me disaient « Tu t'en vas dans la chambre de grand-maman, en roulant de grands yeux ronds. » Si je ressortais de cette maudite pièce avec le maudit livre collé contre moi, ce n'était pas par amour anticipé de la littérature. J'étais même trop jeune pour savoir ce que lire signifiait.
mais bien parce que j'avais peur et que je m'accrochais à la seule chose tangible à ma portée à ce moment-là. Il est même curieux que tout ça ne m'ait pas dégoûté de la lecture à tout jamais. Ce qui contribua aussi à perpétuer dans la rue Fabre la légende du petit garçon qui rêvait très jeune d'apprendre à lire, était le fait qu'habitait en face de chez nous une dame à l'art, infirme comme ma grand-mère, dévoreuse comme elle de n'importe quoi, qui se lisait et qui échangeait avec la mère de mon père des livres qu'elle empruntait elle-même à la bibliothèque de la paroisse Immaculée Conception. Elles avaient droit à 3 livres chacune toutes les 2 semaines et en lisaient donc 6 en comptant ceux que je livrais aussitôt lus. Grand-maman a fini ce livre-là hier soir, cher. Irais-tu le porter à Madame Allard, en y demandant d'y en prêter un qu'elle a fini? C'est bizarre cette façon que les Québécois ont de parler d'eux à la 3e personne quand ils s'adressent aux enfants, comme s'ils n'existaient pas vraiment. Maman veut pas que tu fasses ça. Papa veut savoir si t'as été un bon garçon aujourd'hui. Viens voir mon oncle, il va te donner une belle surprise. Viens embrasser ma tante. Je traversais donc la rue tous les 2 jours, un livre serré contre ma poitrine sous le regard des voisins, en été, qui en arrivaient aux mauvaises conclusions. Une dernière chose avant de quitter ma grand-mère, lisant devant l'énorme appareil de radio toujours branché sur les romans fleuves de Radio-Canada ou de CKAC. Seule chose, disait ma mère, qui pouvait lui faire lever le nez de ses volumes. Elle n'a jamais parlé à Madame Allard, avec qui elle a échangé des livres pendant des années. Infirmes toutes les deux, elles ne sortaient jamais, et il ne leur est jamais arrivé, je suppose, de ressentir le besoin de communiquer par téléphone. Parfois l'été, ma grand-mère installée sur le balcon avec un 7-Up, la boisson qu'elle adorait, me regardait traverser la rue avec un roman que j'allais livrer chez son amie, qu'elle ne connaissait pas. Madame Allard aussi était sur son balcon. Les 2 femmes s'envoyaient doucement la main, se saluaient d'un signe de tête, et c'était tout. Elle ne se demandait jamais « Avez-vous aimé ce livre-là » Ne se disait pas non plus « Vous allez bien aimer celui-là, c'est bien triste ». Non, elle savait probablement qu'elles aimaient n'importe quoi qui se lisait et que toute critique ou toute appréciation serait superflue. Pendant ce temps-là, je m'habituais à tenir des livres serrés contre moi. Je me surprends encore souvent, à 51 ans, surtout quand le volume est pesant, au milieu de ce geste automatique, ce tic presque que j'ai, et chaque fois j'ai un sourire intérieur pour Olivine Tremblay, qui m'a appris à me promener dans la rue en tenant sur mon cœur tout le savoir du monde. C'est joli. Le premier livre que j'ai lu dans ma vie fut L'Auberge de l'Ange Gardien, de la comtesse de Ségur, et ce fut toute une aventure. J'avais 7 ou 8 ans. Je servais d'intermédiaire entre ma grand-mère et notre voisine d'en face depuis quelques années, et je commençais à me demander sérieusement ce que ces gros livres sans images pouvaient bien contenir de si passionnant pour que 2 vieilles madames y passent des journées entières. J'avais des livres à moi, mais ils étaient pleins de grandes illustrations, jolies et colorées, et les textes qu'ils contenaient étaient courts, imprimés en grosses lettres. Alors que les volumes poussiéreux que je transportais, gris ou brun de couverture, le papier jauni et taché par l'usage, le minuscule caractère d'imprimerie décourageant la lecture, ne recelaient même pas un seul petit dessin sur lequel se rattraper si on ne comprenait pas bien tout ce qui était écrit. Mais je trouvais qu'il sentait divinement bon, et je m'y frottais de plus en plus souvent le nez. Un après-midi de décembre, je vis mon père faire le guet devant la chambre de mes parents, et je me dis « Ça y est, c'est Noël ben vite, maman est en train de cacher les cadeaux. » Chaque année, elle dissimulait les cadeaux de Noël dans le fond de sa garde-robe parce qu'elle savait que j'avais peur des millions et des milliards de monstres qui s'y terraient et que jamais au grand jamais je n'irais fouiller là-dedans. Mais je vieillissais, et les histoires de mes frères et de mes cousines si commodes pour me garder tranquille, quand j'étais tout petit, commençaient à sentir le réchauffer. Je me doutais depuis un bon moment déjà que les placards de la maison étaient trop petits pour servir de refuge en même temps à King Kong, à la méchante sorcière de Blanche-Neige et au diable lui-même en personne, avec sa cour de démons fourchus et mal embouchés et sa panoplie d'instruments de torture de toutes sortes. Un dans chaque garde-robe peut-être, mais tous dans chaque garde-robe? Non. Vraiment, pour qui me prenait-on? J'attendis donc au samedi matin suivant le moment que ma mère avait choisi pour faire son marché de la semaine chez Monsieur Souci, qu'elle prononçait saucisse, et à qui elle n'osait jamais demander s'il avait de la belle saucisse, pour me glisser furtivement dans la chambre de mes parents. J'avais quand même un peu peur, mais la curiosité l'emporta et personne ne me tendit de pas m'empoisonner quand je tirai la porte. Ils étaient tous là, les miens,
ceux de mes frères, de ma cousine Hélène, de mon cousin Claude, empilés n'importe comment et pas encore emballés. Je savais que les patins à glace étaient destinés à Bernard, qui hurlait depuis 1 an pour en avoir, que les disques allaient tourner jusqu'à l'écœurement sur l'appareil de Jacques, qui venait de s'acheter un tourne-disque pour les 45 tours, dont le poteau central faisait rougir ma grand-mère. Ma grand-mère tremblait. Que les produits de beauté étaient pour Hélène, la boîte de chocolat pour son frère Claude, qui, à 12 ans, ne tolérait aucun jouet et dont le seul plaisir semblait être de s'empiffrer. Il ne restait que des babioles sans intérêt, des niaiseries pour remplir un bas de Noël d'enfants gâtés. Et un livre. Un vrai livre, comme ceux que lisaient les autres membres de ma famille, avec très peu d'illustrations et beaucoup de texte. Une couverture rose, une illustration où dominait le bleu, le jaune, le rouge, représentant un petit garçon blond, endormi sous un arbre, un autre petit garçon un peu plus vieux, sûrement son frère, qui se préparait à le couvrir avec sa veste, un monsieur drôlement habillé penché sur eux. En fait, c'était un zouave. Et un Saint-Bernard, air bonhomme et langue pendante. L'auberge de l'ange gardien, comtesse de Ségur. Comtesse? Quel drôle de prénom. J'étais tellement excitée que j'ai failli éternuer. Je me suis fourré la tête dans les cadeaux en me bouchant le nez. Rien. Le danger était passé. Je pouvais ouvrir le livre. Mais avais-je le droit de le faire? Non, bien sûr. Les fêtes ne viendraient que quelques semaines plus tard. Et il était absolument défendu de toucher à un cadeau de Noël avant le 25 décembre sous peine de péché. Véniel peut-être, mais un péché tout de même, qu'il faudrait confesser. Je me voyais à genoux dans le noir en train de raconter au prêtre que j'avais lu mon cadeau de Noël 3 semaines avant le temps. « Et qu'est-ce que tu as fait quand ta mère t'a donné ton cadeau le matin de Noël ?»« Ben, j'ai fait mon surpris. »« Un mensonge en plus, ça va te coûter cher, ça, mon petit gars. » Misère. J'avais entre les mains l'objet que je convoitais le plus au monde et je n'avais pas le droit d'y toucher. Ce fut là, je crois, l'une des plus grandes tentations de ma vie, à laquelle je cédais en tremblant, d'ailleurs convaincu de poser un geste grave, de tromper mes parents, de mériter une gigantesque punition, comme d'aller chercher le charbon pour la fournaise, dans le hangar derrière la maison, pendant tout le reste de l'hiver. Mais c'était plus fort que moi. Je voulais savoir qui étaient ces enfants, cet homme, et surtout, moi qui n'avais pas le droit d'entrer d'animaux dans la maison, qui était ce chien? J'ouvris le livre qui craquait un peu, je refermais en sursautant, passais ma main sur la couverture brillante. Il ne fallait quand même pas que ça paraisse que je l'avais trouvé. La deuxième fois, j'osais aller jusqu'à la première page du texte. Au début, tout allait bien. Il faisait froid, il faisait sombre, la pluie tombait fine et serrée, 2 enfants dormaient au bord de la grande route, sous un vieux chêne touffu. Quoique je trouvais que la première phrase étalée sur 13 lignes était bien longue, et l'emploi du point-virgule et des 2 points était encore brumeux dans mon esprit, mais je comprenais bien, c'était tout de suite la description de l'illustration de couverture, et je pouvais m'y référer quand je le voulais. Je n'avais qu'à mettre l'image de la couverture sur les mots et tout était à peu près clair. Mais je rencontrais mon premier écueil, 2 pages plus loin, et je restais perplexe et immobile devant le livre. Page 9, après quelques courts dialogues entre guillemets, que je compris bien, la comtesse de Ségur écrivait ceci, 2 points. L'enfant. Là, c'est écrit en majuscule, avec un trait. Moi, ça ne fait rien, je suis grand et je suis fort, mais lui, il est petit, il pleure quand il a froid, quand il a faim. L'homme. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Qu'est-ce que le mot homme et le mot enfant faisaient là, suivis d'un point et d'un tiret? Est-ce que ça voulait dire qu'il parlait? Est-ce qu'il fallait dire les noms des personnages à voix haute dans sa tête avant de lire le reste? Si oui, ça me dérangeait parce que je n'aimais pas m'entendre dire l'enfant avant de lire ce que l'enfant avait à dire. C'était donc bien niaiseux. Je n'avais pas besoin de ça pour comprendre. Je n'étais pas un épais. Alors pourquoi l'avoir mis là? Y avait-il une raison que je ne saisissais pas? Pour un futur auteur de théâtre, cette façon de transcrire des dialogues me rebuta tellement qu'après avoir recommencé une dizaine de fois la page 9, sans trouver de réponse à ma question, je me mis à pleurer dans mon livre. Si je ne comprenais pas au bout de 3 pages, qu'est-ce que ce serait sur 190? Une grosse peine d'enfant qui sait pourquoi il pleure, mais qui n'a personne pour lui donner la solution à son problème, me chavirait le cœur. Je n'étais pas loin de penser que j'étais déjà punie de ma mauvaise action. Je refermais le livre en me disant que, le matin de Noël, quelqu'un de ma famille m'expliquerait tout ça, et que je pourrais enfin lire l'auberge de l'ange gardien. Ça ne me soulageait qu'à moitié, cependant, parce que déjà trop orgueilleux, j'aurais voulu comprendre tout seul. Je me mouchais tant bien que mal
dans la manche de mon chandail de laine et remis le livre à sa place. Mais au risque de me faire surprendre, je revins presque chaque jour ouvrir le livre pour essayer de saisir pourquoi Comtesse, on aurait vraiment dit un prénom de chien, de Ségur, avait écrit ces dialogues de cette façon-là. Je feuilletais les pages, je me rendais compte que ce genre de dialogue se retrouvait partout dans le livre. Je le refermais brusquement, en me disant que je n'arriverais jamais au bout de l'histoire, parce que ça m'énervait trop de voir les noms des personnages en lettres majuscules à tout bout de champ. Je faisais une véritable fixation sur les dialogues de l'auberge de l'Ange Gardien, et je me mis à haïr le livre avant même d'avoir dépassé la page 9. Les fêtes approchaient, et un bon matin, je trouvais mon livre emballé dans un grand portrait de Père Noël hilar. Puis, une nuit, une question me frappa, qui me cloua sur place, incapable de bouger et le cœur dans un étau. Est-ce que tous les livres étaient écrits de cette façon-là? Est-ce que ça voulait dire que je n'aimerais jamais lire? Alors, je continue. Je sais que c'est la même vidéo, c'est une journée, il y a une journée d'écart, mais parce que je trouve qu'il faut que je finisse cette histoire de la comtesse de Ségur. Et après, je vais lire livre par livre. Enfin, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, ça. Donc, je poursuis. Mon père n'avait jamais le droit d'apporter de l'alcool à la maison. Depuis son mariage avec maman, 20 ans plus tôt, c'était une règle immuable, à laquelle il n'avait jamais dérogé. Sauf à l'époque des fêtes, parce qu'il fallait bien payer la traite à la visite. Aussi en profitait-il à ce moment-là pour lever sérieusement le coude à la moindre occasion. Tout au long de l'année, il buvait de la bière en compagnie de ses amis à la taverne près de chez nous. Mais 1 ou 2 semaines avant Noël, je voyais arriver discrètement caisses de bière et cartons de fort, du gros gin balls, du rye qu'affectionnait particulièrement papa, du whisky de mauvaise qualité, un gallon de vin blanc québécois, l'infâme Québérac que ma mère servait aux dames dans des coupes de couleur, en le coupant de moitié d'eau et en disant « Faites attention, c'est ben fort ». Des bouteilles vertes, des bouteilles brunes, des minces sans épaules et des grosses aux épaules carrées, que ma tante Robertine et maman rangeaient sous l'évier de la cuisine, là où elles étaient convaincues que les hommes n'iraient pas les chercher. Mon oncle Gérard et mon oncle Fernand, les frères de mon père qui habitaient avec nous, étaient eux aussi portés sur la boisson, pour employer un euphémisme, et devaient absolument ignorer qu'on en avait à la maison. Dès le début de décembre, mon père demandait souvent avant de partir pour le travail, vers 4 heures de l'après-midi, « As-tu acheté le fort pour les fêtes, Nana ?» Le fort, ça veut dire que c'est l'alcool fort. Voilà, on ne dit pas forcément alcool devant fort au Québec. Maman répondait « Je suis pas folle, je veux qu'il en reste quand Noël va arriver. » Il lui donnait une tape sur son derrière rebondi. « Tu me connais trop. » Elle avait un petit sourire. Ouais. Puis si j'avais su, je t'aurais tricoté 100 gorgotons à mouiller à tout bout de champ. Pendant les vacances de Noël, papa commençait à caler ses petites shots de rye vers 3 heures. Rye, ça s'écrit R-Y-E. Alors pour moi, rye, ça veut dire seigle, mais ça doit être une sorte de whisky, peut-être des petits shots de whisky. Honnêtement, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc pendant les vacances de Noël, papa commençait à caler ses petites shots de rye vers 3 heures. Était rouge tomate à 4, s'épongeait déjà à 5 et était de très bonne humeur à partir du souper. Parenté en visite ou non, il lançait toast sur toast, racontait des histoires plus ou moins cochonnes, chantait fort et faux des chansons dont il n'avait jamais très bien compris les paroles parce qu'il était sourd, ce qui donnait des choses comme « Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Nogent ». Alors, Nogent, c'est... ils ont écrit ça N-O-S, plus loin G-E-N-S. Alors que c'est Nogent, mais bon, voilà. Quand il exagérait vraiment, maman se postait derrière sa chaise et lui passait la main dans le dos. Il s'arrêtait quelques minutes après s'être excusé, puis reprenait de plus belle avec une nouvelle chanson. « Mickey, Mickey, mais qu'est-ce que t'as une histoire de tous les jours ?» Bon, voilà, je connais pas. Il était le bout en train de toutes les réunions de famille, faisait rire les hommes et rougir les femmes, terrorisait les enfants parce qu'il parlait trop fort, mais il savait toujours quand s'arrêter et je ne l'ai jamais vu soûl au point de nous faire honte. Au milieu d'un toast, d'une chanson ou d'une histoire, il disait « Je suis peut-être sourd, mais je viens d'entendre ma petite sonnette, il faut que j'arrête. » Il déposait son verre et c'était habituellement le signal de la fin des festivités, parce qu'il entonnait un sonore et vindicatif « Au Canada » que tout le monde reprenait en chœur.
debout, à l'attention et la main sur le cœur. Et le lendemain matin, pour se remettre, il commençait sa journée avec une bière coupée de jus de tomate. Tous mes souvenirs de matin de Noël sont donc agrémentés de la vision de mon père, frappé d'un affreux mal de tête, essayant de se replacer les intérieurs avec ce qu'il appelait une petite bière rouge. Ce matin de Noël-là, après avoir fait l'énervé devant mes cadeaux que je connaissais déjà, les enfants se pensent tous de grands acteurs. Et l'excité, en arrachant l'emballage de mon livre de la comtesse de Ségur, je me jetais dans la lecture de l'auberge de l'ange gardien, sous le regard mouillé de mes parents. Ma mère me passait la main dans les cheveux coupés trop courts à mon goût, surtout pour l'hiver. Je te l'avais bien dit, Armand. Je le savais qu'il serait content d'avoir un beau livre pour Noël. Mon père s'était penché par-dessus mon épaule et je pouvais sentir son haleine de bière où flottaient encore des relents du rail de la veille. Il me prit le livre des mains. « La comtesse de Ségur, c'est pas un livre de filles, ça ?»« Voyons donc. Regarde la couverture, il y a 3 personnages, puis c'est des hommes. »« Tant qu'à ça. Mais lui, là, en arrière, là, le gars, là, veux-tu bien me dire comment est-ce qu'il est déguisé ? C'est un zouave, Armand. Jamais je croirais que t'as jamais vu ça, un zouave. » « Ah oui, c'est vrai. Garde donc ça. Mais c'est la première fois que j'en vois un en couleur. Je pensais pas qu'il y avait tant de couleurs que ça dans leur costume, oui. Je pensais que c'était, je sais pas, gris ou kaki. Il me semble qu'on va pas à la guerre habillé en pantalon bouffant rouge et bleu, puis avec un bonnet à pompons. » Pour faire diversion, parce que les discussions de mes parents pouvaient durer des heures, la mauvaise foi de l'un poussant celle de l'autre vers de nouvelles limites, j'en profitais pour poser une des questions qui me tracassait tant. « Pourquoi elle s'appelle comtesse ?» Ma mère fronça les sourcils. « Quoi ? La femme qui a écrit le livre, pourquoi elle s'appelle comtesse ?» En voyant fleurir le petit sourire à ses lèvres, je sus tout de suite que je venais de faire une gaffe et que j'allais encore l'entendre raconter mon dernier mot d'enfant au téléphone. « C'est pas son nom, comtesse !»« C'est quoi d'abord si c'est pas son nom ? C'est un titre. Le titre, c'est pas l'auberge de l'ange gardien ? Je veux dire un titre de noblesse, une comtesse. C'est comme une reine, mais en moins important. C'est comme en dessous d'une reine. Ça reste en dessous d'une reine ? Michel, s'il vous plaît, fais pas semblant que tu comprends pas pour me faire parler, là. Je fais pas semblant. J'ai pas dit que ça restait en dessous. Comment je pourrais te dire ça ? Les enfants des rois puis des reines, ça s'appelle des princes puis des princesses. Ça, tu comprends, ça ? Ben oui. Ben les comtes puis les comtesses, c'est les enfants des princes puis des princesses ? Michel, c'est le matin de Noël. Mais si tu me laisses pas parler, m'a te donné une claque derrière la tête. C'est comme, je sais pas, des cousins puis des cousines, mettons. C'est ça, tiens. La comtesse de Ségur, là. Elle doit avoir un cousin ou ben donc une cousine qui est roi ou ben donc reine, quelque part en Russie. Il y a des rois puis des reines en Russie ? Non, c'est-à-dire qu'il y en avait, mais il y en a plus, depuis que les communistes ont débarqué. Puis ça s'appelait pas des rois puis des reines, ça s'appelait des tsars puis des... C'est quoi, Armand, le féminin de tsar ? Mon père était depuis longtemps retourné dans le fond de son verre de bière rouge. Quoi que c'est que tu dis ? Ma mère prononça bien chaque mot pour qu'il comprenne. C'est quoi le féminin de tsar ? Le féminin de quoi ? Tsar, le tsar de Russie. Je le sais-tu, moi ? Je sais pas, tsarette. La voix de ma grand-mère tremblait, nous parvint de l'autre bout de l'appartement. C'est tsarine, le féminin de tsar. Puis arrêtez de crier de même un matin de Noël. Ma mère tourna un peu la tête. Merci, Madame Tremblay. Mais on crie pas, on discute. Mon père ne suivait plus bien ce qui se passait. À qui tu parles, là ? À ta mère. Elle dit que le féminin de tsar, c'est tsarine. Tsarine ? On dirait un nom de fruit. Aïe, Michel, mangerais-tu une petite tsarine ? Il rit, cala sa bière. Ma mère leva l'index. C'est fini la boisson, jusqu'à soir, Armand. Si t'es comique de même à 9h du matin, que c'est que ça va être quand la visite va arriver ? Il haussa les épaules, mais ma mère savait très bien qu'il allait lui obéir. Je m'étais replongée dans ma lecture, ou plutôt, j'avais fait semblant pour en arriver enfin à la maudite page 9. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai une autre question. Si tu poses des questions comme ça à chaque ligne que tu lis, tu vas me faire regretter de t'avoir acheté un livre. Je fis une crise très sérieuse. Je fis une crise très sérieuse et très longue lorsque ma mère me confirma ce que j'avais déjà compris. Les noms des personnages étaient écrits pour indiquer qu'ils parlaient, tout simplement. Et moi, je ne voulais pas, tout simplement. Je veux plus lire, jamais. Voyons donc, il veut plus lire.
T'es rien que rendu à page 9 de ton premier livre. Essaye encore un peu. Bon Dieu, tu vas finir par t'habituer. C'est quand même pas toi qui vas montrer à la comtesse de Ségur comment écrire des livres, Vera. Elle porta une main à sa bouche, l'autre à son cœur. Ça y est, il m'a fait sacrer un matin de Noël. Grand-maman Tremblay a dit, l'autre jour, que Vera, c'était pas un sacre. Un Vera, c'est un cochon. Puis un cochon, ça peut pas être un sacre. Un sacre, sacré en québécois, ça veut dire, c'est une insulte. Voilà. C'est ne pas être très très poli, on dit ça. Aïe, tu viendras pas non plus décider que c'est qui un sacre, puis que c'est qui on n'est pas un ici dedans, ok? Puis laisse faire ta grand-mère Tremblay. Ta grand-mère Tremblay a les idées un peu trop larges des fois. La voix de ma grand-mère nous parvint une deuxième fois du fond de l'appartement. J'ai entendu ce que tu disais, Nana. Vous n'êtes pas comme votre fils, vous. Vous avez les oreilles comme des cornets de gramophone. Ma grand-mère rit. Il n'y aurait pas de chicane. De toute façon, les deux femmes s'adoraient. Et leurs engueulades, toujours pour des niaiseries, ne duraient jamais bien longtemps. Ma mère s'adoucit, tout d'un coup, comme elle le faisait souvent, en laissant échapper ce long soupir dont on ne savait jamais trop s'il était d'exaspération ou de soulagement. Elle se leva, s'assura que sa robe neuve, une vaste chose assez impressionniste par les formes vagues du dessin et les couleurs pastel qu'elle avait achetées pour rien, disait-elle chez Dupuis Frères, n'était pas restée coincée entre ses cuisses, une des grandes hantises de sa vie. Essaye encore de lire une dizaine de pages, puis si tu aimes toujours pas ça, on t'en achètera un autre avec des dialogues qui sont pas écrits comme cela. C'est pas 75 scènes qui vont nous casser. Jamais je croirais. C'est pas 75 scènes qui vont nous casser, jamais je croirais. C'est pas toujours comme ça dans les autres livres, c'est pas comme ça? Soudain, pendant une longue seconde, tout mon avenir fut suspendu aux lèvres de maman. J'avais l'impression qu'elle avait le pouvoir de décider si j'allais devenir un lecteur comme ma grand-mère ou quelqu'un qui détestait les livres comme mon frère Bernard. J'avais eu le temps de pencher la tête sur mon livre en attendant sa réponse. Je la priais intérieurement comme on m'avait montré à prier le bon Dieu. Dis que c'est pas comme ça, maman. Dis que c'est jamais comme ça dans les autres livres, puis je suis sauvée. J'ai pas lu tous les livres qui ont été écrits depuis le début de la création comme ta grand-mère Tremblay, mais je peux te dire que c'est le premier livre que je vois écrit comme ça. J'avais entendu ma grand-mère approcher pendant que maman parlait. Un pas lourd, une jambe qui glisse sur le plancher. Et elle déboucha dans la salle à manger juste à temps pour demander à sa bru. « T'as jamais lu La Comtesse de Ségur quand t'étais petite, Réona ? Tous ces livres sont écrits comme ça ?» Les yeux foncés de ma mère se rétrécirent, comme lorsqu'elle était sur le point de nous lancer une de ces réparties qui faisaient la joie de toute la famille. La comtesse de Ségur s'est jamais rendue jusqu'en Saskatchewan, Madame Tremblay. Son billet de bateau s'arrêtait à Montréal. Je vis aussitôt une belle princesse debout sur le pont d'un navire amarré dans le port de Montréal. Une caisse de l'auberge de l'Ange Gardien posée à côté d'elle. Quelque chose n'allait pas dans cette image, mais je n'avais pas le temps de m'y arrêter. Les deux femmes sourirent. Ma mère se tourna vers la cuisine. En attendant, laissez-moi commencer ma farce de dinde. Si la visite veut manger à soir, faut que je commence tout de suite. Ma grand-mère s'installa dans sa chaise berçante, devant la radio, mais elle n'alluma pas l'appareil. Elle posa ses mains à plat sur ses genoux. J'aimais regarder ses belles mains aux veines saillantes, usées par des décennies de lavage à l'eau froide et de travaux trop rudes. Mon père disait qu'il fallait laisser sa mère tranquille quand elle lisait, que c'était la grande récompense de sa vie, qu'elle avait mérité une vieillesse paisible. Veux-tu que je t'aide ? Quand je veux lire avec vous dans votre chambre, vous me dites toujours qu'on ne peut pas lire à deux. Je veux juste te donner un petit conseil, cher. Puis après, je vais te laisser tranquille. Quand tu arriveras au nom des personnages, passe par-dessus. Fais comme si tu les voyais pas. Lis-les pas dans ta tête, puis ça va bien aller. On n'est pas obligé de tout lire dans un livre. On lit ce qu'on veut bien lire, cher. Je n'arrivais pas vraiment à faire abstraction des noms des personnages en lisant, mais je fus vite pris par l'histoire. Les petits enfants perdus au bord du chemin, le brave zouave qui les prenait sous son aile protectrice, la belle aubergiste qui les accueillait tous, les nourrissait, les logeait sans rien leur demander d'autre que de transporter le lait. Transporter le lait ? Un petit garçon de la ville qui n'avait qu'à ouvrir la porte de l'appartement pour trouver chaque matin 2 pintes de lait posées sur le paillasson, j'avais un peu de difficulté à imaginer qu'on puisse aller puiser le lait directement de la vache ou les œufs de dessous le ventre de la poule. J'apprenais toutes sortes de choses sur la vie à la campagne, des noms d'arbres et de fleurs, de mets, dont je n'avais jamais entendu parler.
Au bout de 15 pages, j'étais amoureux fou du chien capitaine et je rêvais d'avoir une mère aubergiste. Mais les deux petits garçons, Jacques et Paul, me semblaient bien bizarres, à la longue. Pour des fils de fermiers, ils parlaient drôlement bien, prononçaient toutes les syllabes bien comme il faut, faisaient leur négation sans jamais en omettre une seule, étaient polis et parfaits. Enfin bref, ils m'énervaient un peu, parce que je n'arrivais pas à m'identifier à eux, je suppose. C'étaient des enfants, mais des enfants comme je n'en avais jamais vu dans ma vie. Si quelqu'un avait parlé comme eux dans ma classe, il se serait vite fait casser la gueule. De plus, on aurait dit qu'ils voulaient absolument faire pitié, et ça me tombait sur les nerfs. Leur mère était morte, bon, ok. Leur père avait disparu, enlevé par des soldats, bon, ok. Ils nous auraient appris qu'ils étaient malades et infirmes, que ça ne m'aurait pas surpris. Une toute petite pointe de jalousie commençait à se lever dans le creux de mon ventre, parce qu'on parlait d'eux dans un livre, et j'essayais de lire un peu plus rapidement les passages qui leur étaient consacrés. Je leur préférais les personnages secondaires, que je trouvais comiques. Le zouave et son costume ridicule, qui parlait de la guerre comme d'une partie de bingo. L'aubergiste et sa sœur, la belle Elfie, que j'aurais voulu avoir comme cousine, pour boire du lait frais et gober ses œufs crus. Le curé, drôlement plus sympathique et moins snob que le nôtre. Le général Dourakine, surtout, qui jetait l'argent par les fenêtres en riant et en buvant du champagne. C'était la première histoire vraiment longue que je lisais. J'étais ravie de pouvoir tout suivre sans difficulté et hypnotisée par le nombre de pages que la comtesse avait réussi à écrire. Puis, au milieu de la description d'un repas, je tombais sur un bout de phrase qui me laissa pour le moins perplexe. Vint un haricot de mouton aux pommes de terre. Je relus bien attentivement la phrase, je ne m'étais pas trompée. Grand-maman? Oui, chère. Garde, lis ça, là. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas? Elle lut la phrase complète plusieurs fois en fronçant les sourcils. Réona, qu'est-ce qu'il y a, madame Tremblay? Viendrais-tu ici une minute? Ma mère arriva en s'essuyant les mains. J'ai peur de ne pas avoir assez de pain pour la farce. Lis donc ça ici. Tenez le livre, j'ai les mains sales. Tenez le livre, j'ai les mains sales. Elle lut à son tour, penchée sur le livre. Puis nous nous regardâmes tous les trois. Maman, des haricots, c'est des bines, non? Ouais, mais en France, ça peut être des petites fèves aussi, je pense. Ma grand-mère s'était replongée dans le livre. Comment est-ce qu'un mouton peut avoir des haricots? Veux-tu bien me dire? Des haricots, c'est des légumes, ça peut pas pousser dans les moutons. Es-tu folle, elle? Elle a jamais fait cuire de mouton de sa vie, certain, cette comtesse-là. C'est peut-être une erreur de l'imprimeur. C'est pourtant ça qui est écrit. Puis vint un haricot de mouton aux pommes de terre. C'est pas écrit puis vint un mouton aux haricots et aux pommes de terre. C'est écrit puis vint un haricot de mouton aux pommes de terre. C'est ben là, on peut pas se tromper. C'est peut-être une partie du mouton que les Français appellent un haricot. Tant qu'à ça, t'as peut-être raison. Mais quelle partie ça, par exemple? Les rognons, tiens, c'est vrai. C'est faire un peu comme des beans. Ben oui, puis en anglais, on dit kidney beans. Ah ben, ça doit être ça. C'est ça, je pense, Michel, on l'a trouvé. Coup donc, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est des rognons de mouton avec des patates. Puis des bines. Ben non, Madame Tremblay, ce serait écrit. Puis vint un haricot de mouton avec des haricots et des pommes de terre. C'est pas ça qui est écrit. Ça se mange des rognons de mouton? Ça doit. On mange ben des rognons de veau, puis des rognons de porc. Tant qu'à ça. Comme ça, c'est juste des rognons de mouton avec des patates. Ça a ben l'air. Pas de légumes d'accompagnement, ça a pas l'air. Même pas de petits pois, ben non. Sont-tu drôles les Français? Puis ils sont supposés avoir inventé la cuisine, franchement. Moi je serais assez gênée de présenter une assiette avec juste de la viande puis des patates. Une femme qui se respecte, ça prépare au moins un légume d'accompagnement, voyons donc. Peut-être qu'ils sont pauvres? Peut-être qu'ils sont trop pauvres? Voyons donc, Réona, c'est des fermiers. Les légumes doivent leur sortir par les oreilles. En tout cas, ils peuvent bien les garder pour eux autres. Leur haricot de mouton aux pommes de terre, j'en mangerai pas pour tout l'or du monde. Il me semble que ça doit être bon. Réona, tu mangerais n'importe quoi, tant qu'à ça. C'est ainsi que je pensais pendant toute mon enfance que les Français appelaient les rognons des haricots. Je mis plusieurs jours à lire l'auberge de l'ange gardien. Je passais une bonne partie de la semaine, entre Noël et le jour de l'an, pelotonné dans un coin de l'énorme sofa du salon, la tête plongée dans la France du Second Empire, étonné par des mots comme fricot ou pigrièche, ravi tout de même que les enfants que j'avais fini par pouvoir supporter retrouvent leur père, déçus que le chien capitaine ne tienne pas une grande place dans l'histoire.
Je trébuchais sérieusement sur le récit du siège de Sébastopol, que je finis par abandonner parce que je n'y comprenais rien et que de toute façon, les batailles ne m'intéressaient pas. Le père retrouvé, les 2 couples mariés, le général Dourakine heureux, les 2 enfants casés, aimés, dorlotés, gâtés, bourrés de haricots de mouton aux pommes de terre, je refermais le livre, sous d'images, de sons, d'odeurs, et tellement fière d'avoir réussi à lire un livre de 190 pages au complet. Je n'avais pas tout compris, loin de là, mais j'avais saisi l'essentiel et j'avais hâte de retourner à l'école en janvier pour me vanter de mon exploit. Ma mère, ma tante Robertine et ma grand-mère tremblaient, mangeaient un reste de tarte aux pommes dans la salle à manger. Je déposais l'auberge de l'ange gardien sur la table en faisant le plus de bruit possible pour attirer leur attention. « J'en veux un autre !» Et voilà. Donc, je lirai la prochaine étape. Là, c'est quand il a découvert donc Tintin au Congo de Hergé. Voilà.